Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 septembre 2020. Cérémonie d'hommage à Maître Montferrier Dorval, bâtonnier assassiné le 28 août dernier. Maître Dorval, à qui le barreau de Port-au-Prince veut rendre cet hommage. Dans un instant, on fera le point avec notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes qui est sur place à Pétionville, à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Et nos invités, les invités de la rubrique Le Point de ce matin, Madame Nirva Bruno du Bureau de criminologie empirique d'Haïti et le criminologue Jean-Ulrich Pavilus. Et sans tarder, nous allons nous rendre à Pétionville pour retrouver notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes qui va faire le point pour nous. Jean-Jules Desaugustes, bonjour. Est-ce que la cérémonie a déjà débuté? Bonjour Wendell, bonjour à tous et à toutes. Pas encore effectivement, mais les avocats et avocates sont déjà sur place pour participer à ces funérailles, donc aux funérailles de Maître Montferrier Dorval. Évidemment, tout autour de l'église Saint-Pierre, il y a de hauts dispositifs sécuritaires dans le cadre d'éviter toute éventualité et comme nous l'avait confié un policier qui est aux commandes au cours de cette circonstance. Les avocats sont sur place, des membres du barreau sont également sur place et la presse nationale et internationale est également sur place pour suivre le déroulement de cette cérémonie d'hommage donc en mémoire de Maître Montferrier Dorval. Nous imaginons la présence de curieux, de badauds, tout ça, et à l'église, aux alentours de l'église Saint-Pierre de Pétionville, Jean-Jules Desaugustes. Pas encore non plus, évidemment, parce que les dispositifs sécuritaires empêchent à tout intrus, je dirais, tout contrevenant de se présenter sur les lieux des funérailles de Maître Montferrier Dorval. Évidemment, nous avons l'opportunité de revoir Maître Paul Rachel Cadet, comme nous l'avons dit au début de la première intervention que nous avons faite, qui est membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Il y a un programme qui est prévu en la circonstance, Maître Paul Rachel Cadet. Je propose de nous en donner lecture et nous l'écoutons. Bonjour Maître Paul Rachel Cadet, vous êtes sur Métropole. Bonjour, depuis 8 heures déjà, on était disposé à accueillir tous ceux-là qui devraient participer à cette cérémonie. Donc, et après, on procédera à l'entrée solennelle du Conseil de l'Ordre. Il y aura une cérémonie de remise du certificat du grade du commandeur décerné au bâtonnier Montferrier Dorval à titre posthume et de restitution du bâton. Une lecture du procès verbal de la résolution du Conseil décernant le grade et de l'agrément de l'Assemblée générale, le mot du bâtonnier AI pour décerner le certificat. On procédera à un moment d'éloge funèbre. Il y aura les propos du recteur de l'Université d'État d'Haïti, propos du doyen de la faculté de droit de l'Université Quisqueya, M. Bernard Gouche, et propos de l'administrateur de la conférence internationale des barreaux, M. Stanley Gaston. Il y aura beaucoup d'allocutions. Il y aura aussi celle du président de la Fédération des barreaux d'Haïti, M. Jacques Le Temps. La cérémonie religieuse commencera à 9h30 s'il n'y a pas de retard. Et avant la bénédiction finale, les anciens bâtonniers demandent aux célébrants principaux de bénir les bâtons exposés. Et il y aura aussi présent la réplique du bâton original. Les anciens bâtonniers remettent la réplique du bâton aux représentants de la famille du défunt et gardent le second bâton du bâtonnier pour transfert ultérieur. Quand vous parlez de bâton en termes de précision, ce n'est pas le bâton qu'avait Maître Montferrier Dorval, c'est juste une réplique, si vous voulez, du bâton symbole, donc du bâtonnier de l'ordre des avocats. En termes de précision, tout à fait, c'est ça. On parle d'une réplique car on sait ce qui a été fait ce jour-là de ce drame. Le bâton n'était plus là, donc on n'a plus l'authentique bâton. Donc on procédera on aura la réplique du bâton. Et quand nous parlons du bâton aujourd'hui, on parle de la réplique.
titre de précision, c'est Monseigneur Pierre-André Dumas qui dira la messe de ce matin et maître. Et voilà pour la programmation des cérémonies, si vous voulez, de funérailles en l'honneur de maître Montferré d'Orval, assassiné le 28 août dernier, donc en sa résidence à Pellerin 5. Nous avons plusieurs anciens bâtonniers qui sont sur place pour venir participer à cette cérémonie. Comme nous l'avons dit, la presse nationale et internationale de haut dispositif sécuritaire pour, si vous voulez, suivre pour que cette cérémonie se déroule dans les règles de l'art selon certains avocats qui sont sur place et qui nous confient aussi leur douleur en vivant cette cérémonie, en participant à la cérémonie de funérailles de maître Montferré d'Orval. Une cérémonie qui s'annonce longue, très longue, avec toutes ces allocutions, Jean-Jules Desaugustes, les allocutions qui sont prévues. Oui, absolument, absolument. Comme nous l'avons dit, il y a Maître Bernard Gousse qui est sur place, qui nous dira un petit mot à la circonstance. Bonjour Maître Gousse, vous êtes sur Métropole. Quel est le sentiment avec lequel vous participez à la cérémonie de ce matin, juste une cérémonie funéraire en mémoire de Maître Montferré d'Orval, évidemment? Bon, un état d'esprit de solidarité. Bon, d'abord, l'accompagnement de l'âme de Maître d'Orval vers sa dernière demeure, mais aussi une manifestation de l'ensemble de la corporation pour l'indignation et la révolte que suscite cet acte. Dans le programme de cette cérémonie, vous avez à intervenir aussi, sans peut-être vous demander de nous dire le contenu de votre discours, mais dites-nous quelques mots quand même relatifs à cette intervention que vous allez faire aujourd'hui au cours de cette cérémonie, Maître Bernard. Vous me permettrez de ne pas faire le discours par anticipation. Donc, si vous voulez, on en parlera ou bien vous le commenterez lorsque vous aurez entendu mes propos. Merci beaucoup. Maître Victor Benoît est aussi avec nous. Et Maître Benoît, bonjour. Vous participez à cette cérémonie avec quel sentiment ce matin? Sentiment de révolte. Pour dire non. Cette affaire ne peut plus continuer. Vous avez connu Maître Montferré d'Orval, mais vous l'avez dit vous-même. C'est un collègue au niveau de l'enseignement. J'étais de son bruit à l'université. Et ensuite, c'est un grand personnage, un grand intellectuel dans le milieu haïtien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de services. Vu le nombre d'étudiants qu'il a formés, qu'il voudrait continuer toujours à former. Donc, vraiment, cette mort violente et nos éthiques, notre obligation de travailler pour avoir un véritable état de droit dans le pays. Merci beaucoup, Maître Victor Benoît. Nous avons avec nous le président de l'association des médias haïtiens, M. Jacques Sampeur. Vous participez à la cérémonie de ce matin également avec le sentiment de le président de la NMH. De toute façon, comment l'éviter? Vous voyez, assister à un crime aussi odieux, comment ne pas participer à des activités qui soulignent avec force l'indignation face à ce crime odieux, scandaleux. Oui, la NMH est là. C'est la moindre des choses qu'on peut faire. Vous avez dit quelque chose? On l'a exécuté, on l'a tué. Oui, je suis maître Magloire à style, on l'a tué. Non, après, si que maître Doval, ce n'est pas n'importe qui. On l'a, regardez maintenant où assassine au monde comme ça la caille. Le crime a été dit où ça? Nous sommes pour des présidents. Merci beaucoup, cher maître. Voilà, Métropole, nous sommes sur place pour suivre les premières heures de cette cérémonie, ou les premières minutes de cette cérémonie, mais aussi et surtout les dernières heures consacrées à maître Montferré d'Orval. Merci. Bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, assassiné le 28 août en sa résidence privée à Pellerin 5, comme on le sait. Merci Jean-Jules Desaugustes pour ces premiers moments d'émotion, je dirais, à l'occasion de cette cérémonie d'hommage à Maître Montferré d'Orval. On vous retrouve, si besoin se fait sentir, un peu plus tard, avant la fin de la rubrique Le Point. Merci beaucoup Jean-Jules Desaugustes. Merci beaucoup, studio. Voilà, et c'est le moment d'accueillir nos invités, Jean-Ulrich Pavilus, criminologue, et puis Madame
Nirva Bruno, qui est du bureau de criminologie empirique d'Haïti. Je suis heureux d'avoir la possibilité de les accueillir ce matin. Madame Bruno, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, je dis un gros bonjour à tout le staff de Radio-Télé Métropole et à tous les téléspectateurs. Maître Pavillus, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Mondel, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, je vous ai introduit ce matin en tant que criminologue. La première question que j'aurais aimé vous poser, d'ailleurs, vous étiez déjà là, en studio, au moment où j'accueillais notre collaborateur qui est sur place à Pétionville. En votre qualité de criminologue, selon vous, par où devrait-on commencer avec cette enquête? Ben, vous savez, donc, je pense que je n'ai pas tous les données et il n'en demeure pas moins qu'il y a une faille. Puisque la scène du crime, qui est le départ de toute, disons, d'enquête, a été, disons, en quelque sorte souillée. Je pense qu'on devrait faire en sorte de compenser cette lacune par d'autres techniques d'enquête, que ce soit au niveau, par exemple, des entrevues, des interviews, etc., au voisinage, pour voir qu'est-ce qui s'était passé réellement. Parce que donc, je pense que la première chose pour répondre à votre question, donc on devrait commencer par l'enquêter sur la victime lui-même. C'est-à-dire? C'est la première étape, de voir quel genre de personnalité que ce monsieur était. Je dirais rapidement que c'était une personnalité publique. Est-ce que, bon, ce monsieur avait des conflits? Est-ce que dans son entourage, et quel type d'interaction qu'il avait avec, je pense que ses collègues et d'autres personnes, pour voir que s'il y avait des conflits, et non révélés encore, parce que souvent, donc, la première chose qu'on fait dans une enquête, c'est de voir le profil de la victime pour comprendre quand même quel type de personnalité que c'est, s'il y a eu des conflits, des ennemis, etc. Dans le cas de monsieur Dorval, me dit-on que ce monsieur a été assassiné soit dans le stationnement de son véhicule, de chez lui. Donc, ce qui explique que ce n'est pas une exécution habituelle qu'on voit ici en Haïti. Donc, quelqu'un conduit comme ça dans la rue, on dirait probablement que c'était quelque chose qui a été planifié. Donc, je pense qu'une enquête minutieuse, vu que la scène du crime a été contaminée, donc il faut développer d'autres techniques pour essayer de reconstituer en quelque sorte la scène du crime, qu'est-ce qui était passé. Le fait de transférer le dossier au cabinet d'instruction et le fait d'envoyer au pénitencier 4 des principaux suspects du crime, à votre avis, est-ce un bon pas vers l'aboutissement de cette enquête, selon vous, selon vous? Ben, je pense que si ça a été fait, c'est parce qu'il y a quand même des motifs raisonnables qui fait croire qu'effectivement que ces gens-là ont des choses quand même à dire. Je pense que le fait que quelqu'un est inculpé ne veut pas dire qu'il est accusé, parce qu'ici on utilise le mot inculpé, mais il y a quand même la présomption d'innocence qui joue toujours, qui est encore et encore. Ouais. Alors je pense que donc, dans une enquête criminelle, je pense qu'on néglige rien du tout. Les indices, les preuves, les témoins ou les gens qui peuvent avoir quelque chose à voir de près ou de loin, on devrait quand même tenir compte de l'ensemble des éléments qui peut quand même permettre de bien clarifier. Et donc, en tout cas, on appelle ça, donc, nous autres, la casse-tête. Pour bien remplir la casse-tête, donc, il faut effectivement ne rien négliger. Je pense qu'il y a des gens qu'on devrait même convoquer qui n'ont pas nécessairement un lien, mais qui pourraient avoir des informations quand même pour permettre d'avancer l'enquête. Alors, je pense que c'est une enquête qui est en cours. Je ne devrais pas être trop bavard. Il n'en demeure pas moins Surtout qu'aujourd'hui, il y a une sorte de peur panique qui s'installe chez les Haïtiens. On se pose certaines questions, à savoir si on peut arriver non loin de la résidence du président pour assassiner le bâtonnier, qui symbolise beaucoup en matière judiciaire. Et là, le simple citoyen peut aussi très certainement se demander perplexe, est-ce qu'il n'est pas, je dirais, une proie facile?
Monsieur Wendel, je dois vous avouer que je l'écris à plusieurs reprises. Dans la société haïtienne actuellement, chaque citoyen haïtien est une cible et une victime potentielle de l'insécurité. Alors, donc, cette situation crée en effet, comme vous l'avez si bien dit d'ailleurs, une sorte de peur qui développe une sorte d'angoisse et de stress permanent que chez les gens. Effectivement, donc, cette situation d'insécurité crée ce qu'on appelle une sorte de psychose chez tous les Haïtiens et ce n'est pas sans fondement, effectivement, que chaque citoyen haïtien dans la société haïtienne aujourd'hui vit cette forme d'insécurité qu'on vit, devient une cible et une victime potentielle. Donc, M. Dorval, ou tout simplement vous, ou moi, ou autres, nous sommes tous quand même une cible et une victime potentielle. Donc, maintenant, il reste à lucider ce crime, à voir qu'est-ce qui s'était passé, donc essayer de refaire la scène du crime pour voir qu'est-ce qui s'était passé, parce que en matière d'enquête, surtout en criminel, donc la première étape, c'est la scène du crime, et qui peut quand même nous permettre de reconstituer qu'est-ce qui s'était passé. Alors, il y a la scène du crime, il y a la scène du crime, il y a la victime, pour vous répéter. Oui, parce que moi, c'est probablement dans ma profession en tant que criminologue analyste, il faut toujours voir donc la victime en soi. Est-ce qu'il avait des ennemis, et dans quel type de relations qu'il avait autour de lui, dans sa vie privée, etc. Parce que dans le cas de Maître Dorval, on peut voir qu'effectivement, ce monsieur peut être ciblé par plusieurs personnes. Il peut être ciblé aussi par des organisations criminelles, tout comme par des organisations politiques ou autres. Alors, je pense qu'il ne faut pas négliger ces facteurs. Non, tout à fait. Il faut prendre ça au sérieux. Tous les indices, il faut quand même tenter de les comprendre, de les analyser et pour voir si ces indices-là pourraient quand même nous amener à lucider ce mystère-là qui entoure l'assassinat de Maître Dorval. Jean-Ulrich Pavilus, vous êtes criminologue analyste. Et permettez que je m'adresse à Madame Bruno du Bureau de criminologie empirique d'Haïti. Depuis quand ce bureau existe? Oh mon Dieu, depuis 3 ans. Depuis 3 ans? Oui. Quelle est l'importance d'une telle structure en Haïti? Mais dans toute société, dans tout pays, dans toute société avancée, et je crois qu'il est d'emblée d'avoir un bureau? C'est pas un bureau, c'est d'emblée d'avoir la criminologie au service de la science pour le développement, pour la régularisation sociale, parce que la criminologie est une science. Et cette science permet à d'autres sociétés de pallier à tout ce qui a trait à la criminalité. Quelle est la chance d'une structure de devenir utile, de s'épanouir, quand on sait tout fait défaut en Haïti? Ben, effectivement, donc c'est une des raisons. Donc, il y a 3 ans, j'ai pris une retraite anticipée pour venir ouvrir ce bureau et que Madame Niva Florence Bruno, sous l'appellation de Soldat Haïti Soldat, donc la réputation n'est plus à faire, et que j'ai rencontré à Montréal, que je connais depuis un certain temps, et quand je lui ai parlé du projet, et elle avait quand même démontrer son intérêt. Et finalement, pour structurer ce bureau ici en Haïti, et le bureau offre, par exemple, ses expertises, analyses et criminologiques et opérationnelles et stratégiques à l'État haïtien. Est-ce que c'est à des particuliers ou bien à l'État haïtien, ou encore c'est tout simplement un bureau de consultation? Bureau de consultation, en particulier, l'État haïtien, c'est un bureau d'expertise. C'est un bureau d'expertise. Mais beaucoup plus spécialisé, par exemple, au niveau de l'État, parce que, nous avons réalisé des recherches au niveau des réformes, tant sur le plan constitutionnel, et je viens de sortir l'ouvrage pour le projet de société pour la République d'Haïti. On va en parler. Tout à fait. Alors, donc, c'est un bureau de recherche et d'analyse et sur la problématique de l'instabilité et de l'insécurité en Haïti. C'était l'objectif de la création de ce bureau ici, et c'était pour, en quelque sorte, offrir cette expertise à l'État haïtien et à la société haïtienne qui fait face aujourd'hui à cette, disons, insécurité ou cette instabilité politique chronique au pays depuis des années. Le bureau est reconnu?
Tout à fait, je l'ai enregistré, donc nous faisons quand même des publicités, nous essayons de promouvoir ce bureau. Nous avons offert nos services à différents paliers du gouvernement. Est-ce qu'on a déjà pensé à vous à un moment donné, depuis votre existence? Est-ce qu'on fait appel déjà au bureau? Oui, je pense que le ministère de l'Intérieur, il y avait un problème à Malpasse pour, en quelque sorte, de contrôler, et on m'avait consulté pour essayer de créer une équipe d'intervention, d'enquête pour en fait contrer la problématique qu'il y avait à Fontaine-Malpasse. C'était sur M. Monchéry, et je pense que ça a été discuté, je ne sais pas, moi j'avais remis mon expertise, mon rapport, c'est ça. Et je n'ai pas eu de nouvelles. Mais effectivement, oui, nous avons déjà été consultés par le ministère de l'Intérieur, qui a été satisfait d'ailleurs du rapport, mais en ce qui a trait à... Au suivi, vous ne savez rien. Donc nous ne savons rien, voilà. Merci Jean-Ulrich Pavilus. Je rappelle que vous êtes criminologue, analyste, et aujourd'hui sur le plateau de la rubrique Le Point, accompagné de Madame Nirva Florence Bruno, qui, elle, fait partie du bureau de criminologie empirique d'Haïti. Évidemment, nous allons parler de votre projet, de nouveau projet de société, c'est ça? Oui, pour la République. Pour la République d'Haïti. Mais Madame Bruno, peut-être me dira pourquoi on a baptisé le bureau de criminologie empirique. Empirique d'Haïti. Ça, je m'y attendais. Voilà. C'est pas la première fois. Okay. En fait, empirique, c'est dans le modèle haïtien. Je sais, mais vous nous apporterez les explications après la pause. OK? Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Avec nous ce matin sur le plateau, madame Nirva Florence Bruno du bureau de criminologie empirique d'Haïti et le criminologue Jean-Ulrich Pavilus. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, Trolley Nolan, représenté en Haïti par Saniclean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Évidemment, monsieur Pavilus est ici pour nous parler de son projet de société pour la République d'Haïti. Mais avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous dire, vous deux, madame, monsieur, vous pouvez nous dire exactement ce que l'on peut faire si on a besoin de consulter votre bureau, on a besoin du service de votre bureau. On fait quoi? On est sur le net, et bcehhaiti.com, et puis les coordonnées sont là, et on fait beaucoup de publications. Et... Donc c'est tout? Oui. Pas de téléphone? Le téléphone, oui. On peut me contacter le 38 21 46 93 ou le 34 42 08 31. Donc si un crime a été perpétré quelque part et on a besoin de faire avancer une enquête, la DCPJ ou encore le gouvernement... Tout à fait. Mais les particuliers aussi, non? Tout à fait. Tout à fait. Parce que nous voudrons quand même donner une expertise non seulement au palier des instances de l'État, mais aussi il y a des hommes d'affaires, vous savez, donc il y a des fraudes économiques, il y a les banques, institutions bancaires, qui a des problèmes Donc c'est un service qu'on offre de façon générale à toute personne ou toute instance légale, commerciale ou privée qui sent le besoin de notre expertise, que donc c'est disponible. Projet de société de la République d'Haïti, l'œuvre de Maître Pavilus. Dites-nous, en général, quand on parle de projet de société, on voit automatiquement une révision constitutionnelle. Dans ce cas précis, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que vous envisagez une nouvelle constitution? En effet, oui. Mais si vous me permettez de faire, par exemple, de vous dire en quelques mots, c'est quoi le projet de société que je présente? Je dirais que, et tout comme le projet de société de Boukman nous a permis de se soulever contre l'esclavage. Le projet de société de l'empereur Jean-Jacques Dessalines nous a permis de briser à jamais la chaîne de l'esclavage, rédiger l'acte de l'indépendance d'Haïti
énonçait la volonté de créer un pays indépendant et prospère pour nous, les Haïtiens. Alors, quand on regarde la situation du pays, l'instabilité politique, mauvaise gouvernance, mauvaise gestion de l'État chronique, où découle cette turbulence politique. Donc, j'étais en train d'écrire un ouvrage pour la création d'un véritable État de droit. Alors, donc, tout honneur, toute gloire, Madame Nuva Florence Bruno m'a dit, écoutez, Monsieur Pavelis, donc c'est bien de présenter ce projet de société à ce moment précis. Parce que je pense que le pays en a besoin et c'est pour cela... Il y a un momentum à saisir. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour cela, donc, j'ai donc décidé de présenter ce projet de société qui est en quelque sorte la continuité de la volonté profonde de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Parce que Jean-Jacques Dessalines... mais les périodes ne sont pas les mêmes quand même. Ben, tout à fait, mais ce qui arrive, c'est que l'idéal et la volonté profonde de Dessalines manifeste aujourd'hui. Il manifeste aujourd'hui parce que ce que Dessalines voulait dans sa volonté profonde, c'est pas seulement créer Haïti, mais c'est de permettre de créer une Haïti qui soit libre, indépendant et prospère, capable de réaliser des gouvernements stables, de sauvegarder l'indépendance d'Haïti et de faire le développement durable et prospère d'Haïti, ce que nous n'arrivons pas à faire. Et ces trois points-là, ce sont des trois piliers majeurs qu'il faut pour maintenir Haïti en équilibre. Alors, évidemment, il doit y avoir plusieurs points dans ce projet de société. Tout à fait. J'attaque le premier. Le premier point, donc, c'est que c'est une étude longitudinale de 6 gouvernances politiques qui a été réalisée, qui a permis la réalisation de ce projet de société ainsi que la réalisation de prochain ouvrage pour la création d'un véritable État de droit. Ce qui nous a permis de comprendre, d'étudier pendant 6 gouvernances politiques et pourquoi qu'on a des mauvaises gouvernances, pourquoi qu'on a des mauvaises gestions de l'État et quoi faire. Alors donc suite à dans le cadre de ces études, dans le projet de société de la République d'Haïti que je présente, je dresse un plan cadre des programmes politiques, stratégiques et des mesures correctives des lois constitutionnelles et autres qu'il faut modifier pour nous permettre de réaliser des gouvernements stables, de sauvegarder l'indépendance d'Haïti et ainsi de faire donc ce qu'on appelle le développement durable et prospère d'Haïti. Développement durable et prospère d'Haïti. Voyons comment on devrait s'y prendre à travers votre projet de société pour assurer des gouvernements stables en Haïti. Effectivement, d'ailleurs, c'est l'un des défis majeurs que les Haïtiens n'arrivent toujours pas à relever. C'est où découlent en effet toutes les crises, les instabilités, les insécurités politiques et les turbulences politiques que nous vivons depuis des années à aujourd'hui. Et ça a été étudié et toutes les lois et des mesures correctives permettant de changer cette structure de mauvaise gouvernance politique ont été préparées, ont été faites, planifiées et mises à jour. On attend l'opportunité pour que cette loi ait été présentée. Et si vous me permettez, je vais ajouter que cet ouvrage, projet de société de la République d'Haïti, ce n'est pas un ouvrage théorique. Dans le cadre de cette recherche, j'étais obligé de déposer 3 lois au Parlement haïtien le 30 mai 2017. Entre autres, pour répondre à votre question, la loi sur les crimes politiques et les crimes contre l'humanité en Haïti. Et deuxièmement... Dans les 2 chambres aux chambres des députés, je pense que c'était... administratif. C'est sur la demande du député Jerry Tardieu qui avait demandé qu'on dépose des lois, que les citoyens déposent des lois, et ça devrait se terminer le 30 mai. Et Communauté Pavelis était au Canada, je lui ai fait part de cela. Et puis les lois étaient déjà préparées, il est entré, puis on a été déposé. Ces 3 lois au bureau. Mais normalement, il n'y a pas de suivi. Et ces propositions de loi, écoutez bien, restent dans les tiroirs. Exactement. Oui, c'est ça. Mais il y a une loi quand même. Il y a pas dans ces 3 lois. Écoutez, je vais terminer. J'ai déposé ces 3 lois. Et premièrement, la loi sur les crimes politiques et les crimes contre l'humanité. Le deuxième loi, c'est ce qu'on appelle un programme de réforme
constitutionnelle pour la création d'un véritable état de droit. Ces réformes constitutionnelles permettraient la séparation, l'équilibre des trois pouvoirs, des réformes judiciaires et institutionnelles d'Haïti. Donc, pour nous permettre d'avoir ce qu'on appelle des bonnes gouvernances à long terme, et pour changer le système actuel. Alors, j'étais obligé de déposer ces trois lois dans le cadre de cette recherche parce que on soulevait la problématique de ce qu'on appelle des réformes constitutionnelles et je pense que c'était important que je dépose ces lois au Parlement haïtien afin de permettre donc un travail concerté. Et le troisième loi que j'ai déposée, c'est une loi pour récupérer, c'est la loi sur la récupération et exploitation des ressources naturelles et minières d'Haïti. Et c'est une loi protectionniste, pour permettre de protéger nos ressources et de faire une exploitation raisonnable, normale, dans le cadre d'une entreprise de société d'État d'Haïti, d'une part, pour permettre de doter Haïti d'une source d'autonomie financière fiable, et enfin, pour sortir Haïti dans la dépendance d'aide déguisée de l'occupation Haïti qu'on connaît, et que maintenant, d'assistanat. Voilà le cadre. Donc là, vous parlez Et ça, c'est pas tout. Et il faut que les gens comprennent que ces changements constitutionnels des lois problématiques de la Constitution ne suffisent pas pour avoir des bonnes gouvernances politiques. Il faut également des programmes politiques et stratégiques pour combiner à ça. Donc, les lois que nous devons changer dans la Constitution, qui sont préparées, qui sont prêtes, et il faut comprendre que la structure de la gouvernance politique en Haïti repose sur une structure de gouvernance politique totalitaire non appropriée pour l'épanouissement de la société démocratique. D'ailleurs, cette constitution a été mise en place sur Duvalier pour un système de gouvernance totalitaire. Donc, ce que l'étude nous a permis de comprendre, c'est que à l'intérieur de cette structure, des prérogatives de pouvoir des chefs d'État haïtiens, il y avait des lois qui sont lacunaires, il y a des lois qu'on appelle, le cadre de recherche nous appelons, et les lois de nomination fautive, et des lois, et ce qu'on appelle des mauvais agencements. Il y a un problème d'agencement des lois. Et c'est l'ensemble des lois et des prérogatives du pouvoir de l'exécutif, du judiciaire et législatif, ainsi que l'ensemble des lois des forces publiques, des institutions publiques, qui forment cette structure de gouvernance politique totalitaire qui est inappropriée pour créer la démocratie. D'ailleurs, depuis 1990, nous avons commencé la recherche pendant 6 gouvernances politiques, et les applications habituelles faites par les chefs d'État haïtiens sont les mêmes. Les revendications du peuple haïtien sont les mêmes. Et la seule différence, aujourd'hui, nous voyons dans les revendications du peuple haïtien qui se traduisent par une forme de violence ou de criminalité réactionnelle, on a un certain niveau d'aggravation majeure où, avec la prolifération des gangs criminels, et dans le cadre de nos recherches, on appelle des gangs criminels justiciers, et dans leurs revendications, par exemple, je vais vous donner un exemple. Les premières revendications qu'on avait, c'était la pauvreté, la misère. Ensuite, on avait, depuis Aristide d'ailleurs, l'impunité, etc. On avait l'exclusion politique et on avait reproché à ce que, donc, on a centralisé le pouvoir au sein de l'exécutif et en la personne du chef d'État haïtien. Mais ces revendications-là, depuis M. Aristide à aujourd'hui, ce sont les mêmes. Ce qui a changé, c'est les revendications, et à l'époque, qui était une revendication qui se fait sous une forme d'une criminalité réactionnelle, mais aujourd'hui, qui est aggravée avec le phénomène de ce qu'on appelle la prolifération des gangs criminels, qui revendiquent eux également, et ce sont des gangs criminels sociopolitiques, et parce que donc on peut voir aujourd'hui, donc il y a même un groupe des SONEF qui veulent se conférer, de passer des criminalités pures, de la criminalité pure à une criminalité, par exemple, socio-politique, justicier pour revendiquer les injustices.
Donc, on peut comprendre, effectivement, et il y a une certaine évolution dans ce qu'on appelle la revendication de la mauvaise gouvernance et du mauvais système à l'intérieur de ce pays. Donc, voilà donc... Elle vous est en train de nous dire que quand les gangs décident de s'organiser, est-ce qu'on peut justifier tout ça? Est-ce que ça se justifie? Alors, je vais vous expliquer. Au début, on avait, depuis Aristide, la vie chère, la pauvreté. Ensuite, on avait une revendication qu'on appelle l'injustice, etc. On parlait de la vie de vie chère, même sous Jean-Claude Duvalier. C'est ça. Et effectivement, c'était la première forme de revendication. Et quand, par exemple, la vie chère se met avec, disons, l'impunité judiciaire et tout, donc ça forme ce qu'on appelle l'instabilité et l'insécurité de base en Haïti. Donc, quand on parle, par exemple, l'exclusion politique et la répression d'opposition politique, ainsi que, par exemple, les activistes politiques qui se mettent ensemble, ça forme l'aggravation majeure de l'instabilité et de l'insécurité politique que nous avons ensemble, que nous avons aujourd'hui. Donc, si tu regardes, donc, à partir de l'aggravation de base, qui est l'injustice, la pauvreté, plus l'insécurité qu'on a, par exemple, par des revendications, les gens disent, écoutez, nous sommes exclus, ils font de la répression politique, et il y a un mauvais système de gouvernance, et il y a exclusion, il y a ce qu'on appelle aussi un problème majeur dans ce qu'on appelle dans l'instabilité politique, ici de l'insécurité dans les revendications, c'est que c'est la somme, je peux dire, exagérée là, de ce qu'on a comme argent qui circule dans 3% de la société haïtienne gère à peu près 80 à 90% des richesses, de l'argent à l'intérieur du pays, qui crée une sorte de ce qu'on appelle d'injustice et que les gens demandent à ce qu'il y ait une meilleure, ce qu'on appelle redevance. Et effectivement, et ces gens-là qui en profitent, et c'est toujours avec la complicité et de l'État, ce qui fait en sorte que c'est une bombe à retardement quand on parle, par exemple, des sommes astronomiques qui est entre les mains d'un petit groupe de ce qu'on appelle d'hommes d'affaires qui gèrent l'économie du pays et tout, et qui crée ce qu'on appelle une sorte de pauvreté de masse qui aujourd'hui engendre, c'est une bombe à retardement et prêt à exploser. À moindre de revendication, parce que les gens pointent du doigt le côté économique d'Haïti qui est tout à fait un côté très problématique. C'est un obstacle majeur pour ce qu'on appelle la bonne gouvernance politique. C'est un obstacle majeur pour l'état de droit. C'est un obstacle majeur également pour le développement économique du pays. Donc, on pense que l'ensemble de ces faits démontrent qu'effectivement, il y a eu un problème majeur, il faut apporter des solutions. Et donc, pour répondre à votre question, pour créer la bonne gouvernance politique, il faut dans un premier temps modifier les articles de loi constitutionnelle lacunaires, d'une part, et d'autre part, apporter, disons, des modifications et des changements en appliquant le programme politique et stratégique qui a été dressé par ce projet de société. Donc, et il y a d'autres, ce qu'on appelle paramètres pour arriver à la bonne gouvernance, si vous me permettez. Il y a aussi, après avoir, modifié les lois, le problème d'injustice économique dans le pays et le problème majeur qu'on a qui Alors, crée... je voulais faire passer un point, justement. Oui. Nous sommes plus de 200 ans après les réalisations de Jean-Jacques Dessalines et de Boukman. Et c'est vrai que, ou encore, l'on doit comprendre que les projets de ces deux grands hommes se rejoignent sur certains points. Comment aujourd'hui, plus de 200 ans plus tard, on pourra concilier les projets? Comment vous entendez les concilier et les rendre, si vous préférez, matérialisables? Eh bien, justement, c'est parce que ces trois grands piliers qu'il faut
ont été la toile de fond d'un projet de société de ces messieurs? Écoutez, moi je vais vous dire que le projet de Dessalines, ce n'était pas simplement créer l'acte d'indépendance et de nous donner l'indépendance. C'était pas ça. C'est aussi, il avait la volonté profonde de créer une Haïti libre et prospère. Et pour ce faire, c'était que nous soyons capables de créer des gouvernements stables, ce que nous n'arrivons pas à faire depuis Dessalines à aujourd'hui. Et sauvegarder l'indépendance d'Haïti, nous sommes tous d'accord que c'est une dépendance généralisée, et l'effondrement économique d'Haïti qui donne ce chaos aujourd'hui. Donc nous n'arrivons pas également à assurer ce qu'on appelle la sauvegarde de l'indépendance d'Haïti. Et encore moins de réaliser l'indépendance et le développement durable et prospère d'Haïti. Et c'est la continuité de cette volonté profonde que ce projet de société présente. C'est-à-dire que quoi faire pour que nous puissions réaliser des gouvernements stables à l'intérieur d'Haïti, pour sauvegarder l'indépendance d'Haïti et faire ce qu'on appelle le développement durable. Alors, donc, pour réaliser des gouvernements stables, je viens d'énumérer 2 points majeurs, mais il y a d'autres variables. Je sais, mais on n'aura pas le temps de les voir aujourd'hui, parce que nous sommes déjà au terme de l'émission. Mais je voudrais, avant de m'en aller, vous demander, M. Pavillus, cet ouvrage, enfin, ce projet de société, c'est en fait l'essence même de cet ouvrage. Oui, et ce projet de société offre, disons, c'est un guide accompagnateur. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut. C'est en quelque sorte un document de travail. Si nous voulons vraiment échanger le mauvais système actuel, on devrait pouvoir s'en inspirer. On devrait pouvoir s'en inspirer parce que les recherches que nous avons réalisées nous a permis de trouver ces pistes de solutions, c'est-à-dire quoi faire pour avoir de la bonne gouvernance politique, quoi faire pour sauvegarder l'indépendance d'Haïti et quoi faire pour réaliser ce qu'on appelle le développement durable et prospère d'Haïti. Et ça, ce n'est pas un travail théorique, comme je vous dis. Donc, on a déjà déposé 3 lois, dont une loi a déjà été et figure déjà dans le code pénal haïtien, qui est un très bon départ, et qui est la loi sur les crimes politiques et la loi sur ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Ensuite, vous allez avoir les lois qu'il faut changer, par exemple les lois de nomination fautive, les lois lacunaires et les lois de mauvais agencement qui nous donnent cette mauvaise gouvernance politique. Et ensuite, il faut changer également la pratique politique actuellement, qui est un des variables que vous me dites que vous n'avez pas le temps, mais c'est intéressant, de créer 3 ou 4 grands partis politiques ayant un sénateur dans chaque département et un député dans chaque arrondissement pour avoir une portée, une vision politique majoritaire représentative. Parce que l'ensemble des petits partis politiques, ce sont des sources de conflits et un obstacle pour ce qu'on appelle les stabilités politiques en Haïti. Après ça, il faut reconnaître le double citoyenneté des citoyens vivant à l'étranger parce que 90% des ressources étant, par exemple, des ressources, je peux dire que économiques, techniques et professionnelles haïtiens sont à l'extérieur. Donc, si nous voulons créer un projet de société commun et inclusif, et nous devons reconnaître la double citoyenneté pour permettre les Haïtiens d'aller, disons, récupérer l'ensemble de ces ressources haïtiennes à l'extérieur, pour contribuer au développement d'Haïti. C'est une proposition, c'est l'objet. Mais Pavillus, je regrette, je dois mettre un terme à l'émission. Est-ce que vous prévoyez une vente signature? Oui, absolument, mais avec les difficultés qu'on est en train de vivre maintenant dans ce pays, on a commencé, puis on a pris du recul, on a recommencé, on a pris du recul, parce que... On préfère attendre. On préfère attendre, je pense que c'est plus sécuritaire. Est-ce qu'on va attendre que le pays soit stable ou bien que... Non, pas que le pays soit stable quand même, j'ai eu tellement de misère à arriver jusqu'ici, et puis avec tout ce qui se passe, je pense que c'est sécuritaire d'aller, comment on dit, slow motion maintenant. En slow motion, oui. Vous redoutez, monsieur le criminologue, une apparition surprise des fantômes, non? Je crois que c'est probable. C'est probable parce qu'il semble que les revendications ne sont pas satisfaites, les attentes. Et maintenant, ils vont probablement réviser leur stratégie, comment ils vont intervenir.
Et puisque leur dernier... Vous pensez qu'ils vont aller plus loin, beaucoup plus loin que ce qu'ils ont Oui, déjà parce fait? que leurs attentes, je pense qu'ils demandent la libération de les leurs, et ce qui n'a pas été fait, et que je pense que... Oui, mais et la justice dans tout ça? Eh bien, je pense que la justice, moi, je dis toujours que l'État, aucune institution étatique ne devrait, disons, se soumettre sous des pressions et de la violence. Je pense que la justice devrait faire son travail, faire en sorte que ce monsieur qui est en prison, de le rencontrer, de le présenter devant un juge pour voir que est-ce que ce monsieur, est-ce qu'il y a des choses à reprocher qui justifient que ce monsieur soit en prison. Si oui, on le garde en prison, mais si la preuve s'avère que il n'y a rien à reprocher à ce monsieur, qu'on les libère. Mais le problème dans tout ça, c'est notre système judiciaire qui est un système inquisitoire, c'est-à-dire que la personne est coupable jusqu'à ce qu'il prouve son innocence. Pendant qu'elle est en prison, je pense que ailleurs, c'est le contraire. C'est la présomption d'innocence, c'est-à-dire que la personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'on le trouve coupable, hors de tout doute raisonnable. J'ai bien dit, il ne faut pas négliger cette dernière phrase, et hors de tout doute raisonnable. Alors, je pense que ce qui se passe en Haïti, c'est notre système administratif judiciaire qui est un peu lourd, avec très lourd, et le fait que la personne, une fois qu'il a été intercepté, arrêté, mise en garde à vue, et la personne a le fardeau de la preuve de prouver son innocence. Alors, je pense que ce problème-là vient un peu de ça également, mais je crois que, sincèrement, la justice devrait faire en sorte d'établir un procès ou une comparution et pour évaluer le dossier de ce monsieur, à savoir est-ce qu'effectivement qu'il est coupable ou pas, pour pouvoir, disons, résoudre le problème, parce que la loi ne devrait pas se soumise par exemple, des menaces de violence. Et à ce moment-là, donc, je ne pense pas que... Alors, Madame Bruno va placer le dernier mot, mais je rappelle que Jean-Ulrich Pavilus est criminologue, analyste, diplômé de l'Université de Montréal et membre de la Société de criminologie du Québec. Il a donc une double formation en criminologie, tant au niveau de la criminologie clinique générale et expérimentale qu'au niveau de la criminologie des analyses stratégiques et opérationnelles des menaces et des crimes contre l'État et ses institutions fondamentales. Donc, vous comprenez que monsieur Pavilus est en mesure de répondre à des questions pendant toute une journée. Absolument, très abondant. Même trop abondant. Merci. Et si on est intéressé à se procurer le livre, on fait quoi? Il est à La Pléiade, Bois-Patate et Pétionville, et Henri Richard à Pétionville. Oui. OK, on peut aussi l'avoir en ligne. OK? Et Neva Florence Bruno, je suis fondatrice du bureau et administratrice générale, et on fait un travail d'emblée, et notre souci, c'est vraiment le changement du pays. Et la criminologie a une place d'emblée. OK? Je crois que lors du passage du président et Jovenel Moïse, le président italien lui a suggéré de travailler avec la science en criminologie pour aider Haïti. Et ça prend ça. Nous avons connu ce que c'était en Italie. C'est la raison d'être de la création du bureau, c'est quoi qu'était Italie? Là, on a une Italie nouvelle, là, aujourd'hui. Nous aspirons tous au changement, mais combien d'entre nous le veulent vraiment? Et d'autant qu'on laisse croire que beaucoup d'Haïtiens parlent de démocratie sans être des démocrates. Oui, absolument. Donc, c'est quand même un drôle de constat. C'est ça. Si vous me permettez, en terminant... Malheureusement, bon, monsieur. Merci, à une prochaine occasion. Je suis très content d'avoir la possibilité de vous parler. Il faut que je remette l'antenne. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point. Peut-être une prochaine occasion, on pourra avoir la possibilité d'élaborer davantage. On a eu des problèmes, des difficultés aujourd'hui. Vous avez été coincé dans des embouteillages. Depuis 6 heures du matin, là. Oui. Donc ça, c'est Haïti. Donc il faut changer tout ça. Il faut vivre avec ça. Il faut vivre avec, composer avec. Jusqu'à ce que nous changeons, nous faisons une Haïti meilleure et prospère. Et c'est le but de cet ouvrage. C'est ça. Et sur ce, j'insiste. Si vous me permettez une seconde ou deux, de dire que je fais un appel solennel et patriotique à tous les Haïtiens de faire en sorte
que ce qu'on appelle le pluralisme de leur idéologie politique soit en quelque sorte un apport positif de complémentarité et d'équilibre pour éditer ce projet de société que je présentais et qui est un guide accompagnateur pour tous les candidats et tous les partis politiques. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Deux invités avec vous ce matin, madame Nirva, Florence Bruno et Jean-Ulrich Pavellus. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à la semaine prochaine. Merci. L'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.